C'est dans l'intelligence du constructeur que la chose est importante. C'est pas les matériaux, la brique, elle n'est pas maligne, elle n'est pas capable de construire. Voilà la différence. Donc c'est sympa parce qu'il y a des gens tels que M. Walt Disney, qui était un Français, Disney, et qui lui a synthétisé ça dans Mickey, la souris. Maintenant, l'ordinateur vous parle de la souris. Cet angle de 108 caractérise le pentagone tout en même temps qu'il induit la présence de fils de nombre d'or. Nous sommes d'accord, donc de l'eau, c'est de l'or. On en a parlé tout à l'heure, la pierre humide. Hein. Donc, ces choses-là sont à savoir. Et sachez que je ne raconte pas des salades. Hein, vous avez vu, la salade se nourrit d'eau, ben, elle a 2 pentagrammes concaténés, c'est sympa. Et c'est vivant, c'est vert. Bon. Résumons, on a la grande pyramide qui offre pi, phi sous toutes ses variétés, carré, inverse, racine carrée, etc. Et on retrouve ça sur l'île de Pâques, qui elle aussi est à une distance du nombre d'or multiplié par des kilomètres, tout le bazar, qui unit le site le plus central du monde avec le plus isolé, et que le nombre d'or est 10 000 km, etc. Et c'est un tronçon d'un cercle où pi fatalement intervient. On est dans ce problème-là. D'un côté, on a une figure géométrique dont l'inverse est cela, polarisé. Qu'y a-t-il de plus inverse qu'un homme et une figure géométrique? Celle-là, elle montre le ciel, les autres, ils regardent le ciel. Celle-là n'a pas de chapeau puisque son pyramidion manque. Et là, il y a le pokao, c'est-à-dire la coiffe rouge. Là, je vous ai dit tout à l'heure, il y a du blanc, du noir, du rouge. Dans quoi? Le granit. Dans le granit. Ici, nous avons du blanc dans les yeux, du rouge ici et du noirâtre ici. Même chose. Il y a une raison. Mais le mieux dans la polarité ici, c'est le soubassement géologique de cette zone-là. C'est une roche sédimentaire, c'est-à-dire ce sont les testes, les coquilles d'animaux qui vont se déposer et créer du calcaire. Donc c'est de l'eau qui fait cela. Alors que là, nous avons une île qui est faite d'une roche magmatique, c'est du feu qui fait ça. C'est du feu entouré d'eau, alors que là, c'est une pierre humide entourée de sable. Donc c'est cette polarité qu'on va retrouver un peu partout, qui est l'indicatif. On la trouve ici, pi et phi. Regardez comment on a donné la lettre H. Regardez ici une consonne, là une voyelle, une consonne, une voyelle, et là une demi-consonne, une demi-voyelle. Mutante, parce que vous mettez C devant H et ça fait che au lieu de se. Vous mettez P, ça fait feu au lieu de P, etc. Donc on a une particularité, et sachez pour les gens qui aiment l'Égypte, que cette lettre H qui commence Hermès et qu'on trouve dans Thoth et dans le nom même Allah ou Javé, eh bien c'est celle qui relie le ciel à la terre. Et c'est le double carré qu'on a vu tout à l'heure. Donc ces choses-là sont inscrites dans l'alphabet. Je ne peux pas développer, parce que ça prendrait encore 15 jours, mais sachez que la chose existe et qu'elle est un petit peu développée dans les livrets. Reprenons maintenant avec l'autre figure. Donc Gizeh, île de Pâques, 16 180, soit phi multiplié par 10 000 km. Et quand on relie l'île de Pâques ou Gizeh au pôle géomagnétique, on a 10 000 km de chaque côté. C'est-à-dire on a vraiment affaire ici à un tronçon d'équateur. Si on refait cette figure, elle est ternaire. C'est-à-dire on a une fois, 2 fois, 3 fois. Ceci est la forme géométrico-physique exacte de l'île de Pâques, ça rentre là-dedans. Cela en est l'extension, puisqu'on peut le faire 3 fois. Si on le fait 2 fois, regardez, j'exprime cette chose-là, on fait 2 fois, on a une sorte de quadrilatère qui s'appelle comment? Losange. Un losange irrégulier. Vous verrez que si on multiplie la surface de ce double triangle qui s'appelle un losange irrégulier sur toute la planète, on trouve encore des nombres terribles. Donc ça c'est pour les films. Maintenant le 3, on a vu, on va le faire et on va montrer que c'est 3 fois l'île de Pâques. Regardez, 1 île de Pâques. Je suis ici, Gizeh. Je suis là, il n'y a rien, et je suis, et c'est Angkor Wat ici. Pourquoi Angkor Wat est très important? Ça a été fait au moment où on faisait les grandes cathédrales chinoises, au XIIIe siècle. Et ça a exactement les mêmes caractéristiques que l'île de Pâques et Gizeh. À la différence près que cette zone-là, si je la multiplie par le nombre d'or, je vais arriver à cette zone-là, et ainsi de suite, c'est ce qu'on va voir. Situation de l'île de Pâques sur la Terre, de trop nombreuses étrangetés. Regardez, Angkor Wat est aux antipodes de Nazca, alors que Mohenjo-Daro, dans l'Indus, est aux antipodes de l'île de Pâques. C'est intéressant parce que là, c'est le centre, si je puis dire, d'émanation de la civilisation dans la région de l'Inde. Et Gizeh, voilà, on a la même distance entre Angkor Wat et Mohenjo-Daro que Mohenjo-Daro et Gizeh, tout ça sur le même cercle. L'équateur penché à 30 degrés. Et la même distance qui est entre Angkor Wat et Mohenjo-Daro est là, on la retrouve ici par conséquent. Relation pi, phi, la grande pyramide de Gizeh, le kilomètre et la planète Terre. Ben, c'est du linge filant, ça. D'abord, un rappel. Pourquoi c'est si important ce pôle géomagnétique? Parce que
il est couplé à un mouvement de la Terre qu'on connaît très peu, qui est cyclique, qu'on appelle la grande année platonicienne, ou mieux, là, c'est pas écrit ici, c'est bien. Ça s'appelle la grande année platonicienne, ou encore le cycle de précession des équinoxes. J'explique. La Terre, vous le savez, tourne sur elle-même, et ça, c'est la perpendiculaire au sens de rotation. Mais elle se dandine légèrement parce que le bourrelet équatorial, il est attracté par la Lune et il va se mettre à se dandiner. Or, en se dandinant, il va affecter la Terre d'un mouvement comme ça. Chaque cercle que fait, là, la figure, c'est 25 920 ans. C'est ça, le cycle de précession des équinoxes. Je ne vais pas vous le donner dans le détail parce que c'est un peu technique, mais ce qui va faire cette relation va nous permettre de comprendre qu'on nous parle. Donc, on a trouvé un équateur penché à 30 degrés qui passe par l'île de Pâques, la Grande Pyramide, c'est-à-dire une polarité, et une quarantaine d'autres sites importants et énigmatiques qu'on va aller découvrir ensemble, et qui sont des étapes, des repères de l'histoire de l'humanité, et ces sites-là sont tous importants au point qu'on peut se demander qui a fait cela, quand et pourquoi. Sachant quand même que la plupart des sites sont reconstruits les uns sur les autres. Avant Notre-Dame de Paris, il y avait une église différente. Avant, il y avait ce qu'on a appelé le pilier des Nautes. C'était des Égyptiens qui étaient là, des gens qui naviguaient avant sur le Nil et qui sont venus s'installer dans la même région parisienne parce que c'est un marais. Voilà. Donc, on va se poser la question et on va travailler pour montrer que c'est universel. Un équateur passant par Gizeh, Nazca, donc ça c'est une figuration, cette fois-ci on met une sphère à plat, hein, c'est pourquoi tout est déformé. Le nord géographique ici, le nord géomagnétique est ici, et donc la droite Angkor Wat Nazca passe bien par le nord, Giza ici il n'y a rien, mais lorsqu'on voit ça exprimé en miles, ici, on fait les opérations, regardez. Ici nous avons 12 446 et on divise par cette valeur-là, 7692 et on trouve le nombre d'or. On divise 7000, celle-là, par le nombre d'or encore, et par la suivante, 4754, et on trouve encore le nombre d'or. Ce qui veut dire que d'ici à là, si on multiplie par le nombre de fils, le nombre d'or, on tombe ici. Et là, on tombe là. Ça, c'est ce que vous avez vu tout à l'heure exprimé en droite. C'est le triangle méridien de la Grande Pyramide quand il est isolé. Donc on ne s'étonnera pas tout à l'heure de le revoir. Vous voyez ça, cette preuve, voilà. Les grands sites qu'on va aller visiter sont ici. Et l'angle de 30, c'est bien celui-là. La latitude est ici à 30 degrés, c'est pour ça que nous sommes ici. Si on met la Terre à plat, mais sans oblitérer sa dimension sphérique, voilà ce que ça donne. On a une face, on a l'île de Pâques ici. Là, on a une grande quantité, on a moins, on retraverse. Ici, il n'y a que de l'eau, et ça. Là encore, c'est une polarité. Regardez, entre la densité ici de terre et celle d'eau ici. Et ça, c'est intermédiaire. Ici, ça occupe le centre. Là, c'est vide. Ces polarités ont été observées, peut-être ont-elles été faites. Il y a un ingénieur du génie militaire belge, Robert Bruck, mort le siècle dernier, qui a donné des lois comme ça. Impossible de trouver ces bouquins. Pourquoi? Je continue pour réfléchir ensemble. L'angle d'inclinaison de cet équateur penché, île de Pâques, Nazca, Gizeh, etc., est de 30 degrés par rapport à l'équateur. C'est-à-dire, si vous avez un cercle, 30 degrés, c'est une partie, c'est un 12e de zodiaque. Il faut le retenir parce que sinon vous ne comprendrez pas les relations très subtiles qui existent et qui sont un langage. Donc, si on prend un arc de cercle d'un cercle de 2 de diamètre, on s'en fiche, le résultat sera toujours une coulée ici. Ça marche. 40 000 km, c'est-à-dire le périmètre, divisé par 12 égale 3333, etc. C'est-à-dire, en nombre de coudées, la valeur en kilomètres du rayon terrestre. On a vu toutes ces coordonnées, toutes ces correspondances. On a vu que Pocton le savait déjà avant 1780. Maintenant, on est allé voir qu'il y avait un triangle Gizeh île de Pâques, mais il y en a un autre avec le site suivant qui est Nazca. Regardez, Gizeh, Nazca, en pourcentage du périmètre de cet équateur penché, c'est égal à 30,9. Ça marche. Et ça, par conséquent, à 25, puisque c'est 10 000 km. C'est le quart. 25, c'est le quart de 100. Ça va? Vous suivez? Je fais une interro écrite. Pas du mal, hein? Mais c'est pas grave, vous aurez la vidéo. Valeur exprimée en pourcentage du périmètre de la Terre, 25, 25. Ça, c'est mon appareil. Donc,
Ce qui m'intéresse, c'est que, regardez, 16 180 km, qui est la valeur de l'autre, divisé par celle-là, le résultat est égal à la coudée. Là, la coudée multipliée par la somme des valeurs de ces angles-là, c'est phi au carré. Pourquoi tout cela? Pourquoi ces indications entre la Terre et les grandes pyramides? Autre type de question assez terrible. On va dans un autre endroit où il y a une pyramide, en fait il y en a 3 comme à Gizeh, mais il y en a une qu'on appelle celle du Soleil, qui est ici, il y a celle de la Lune et celle de Quetzalcoatl. Élément supplémentaire, la distance entre Gizeh et Nazca est la même qu'entre Gizeh et Teotihuacan. Le hasard, une fois de plus. Lieu qui comporte 3 grandes pyramides lui aussi. Et cette distance est égale à 1, 2, 3, 4, 5 km. Là encore, le hasard fait bien les choses. Pourquoi tout cela? Questions qui sont posées à l'évidence pour vous faire plaisir. Qui c'est cette personne? C'est ma femme. Ouh. Et là, nous sommes dans l'endroit le plus ancien de l'île de Pâques, qu'on appelle... Comment s'appelle ce lieu-là? Vinapú. C'est l'ancien site de Vinapú. Regardez, c'est le plus ancien, c'est en réalité le plus parfait. Celui qui assemble les pierres avec le plus de précision et les pierres les plus grosses. Vous voyez, ce petit ajout là, on aurait pu s'en passer, on aurait pu faire des pierres comme on fait de nos jours, c'est-à-dire de même forme, etc. Non, on aime bien ces âneries-là, et on continue. On a fait ce résumé-là, vous vous en souvenez bien, parce qu'on va aller de plus en plus vite. Regardez les pierres. Ils s'amusent avec les pierres parce que ça, nous, on est ici quand on photographie du dessus. Quand il fait chaud, la pierre se dilate et occupe exactement l'alvéole. Quand il fait froid, elle se rétracte et elle diminue. Mais elle est là. On aurait pu, je ne sais pas, s'abstenir de mettre cette pierre et en mettre une complète. Non, on s'amuse. D'où l'expression dans le film, pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Regardez, pourquoi ne pas couper droit ici, là, et se casser la tête avec un petit bout de pierre ici, une courbure terrible ici, un angle là, etc. Alors ça aussi, ce sont les résultats des tremblements de terre, parce qu'il y en a aussi toute la côte chilienne est secouée. Regardez la précision des choses, le tremblement de terre, il n'a occasionné qu'une sortie très minime d'une pierre. Regardez, c'est très finement fait, bien, un peu flou, c'est dommage. Donc, cet équateur a-t-il été créé à dessein? On pourrait le supposer, mais il faudrait le démontrer. On va faire le tour. Île de Pâques, c'est ici, vous la voyez très nettement là. On suit donc le soleil, mais à l'envers, on remonte le soleil. Et on va se retrouver avec cette ligne ici à Nazca. Mais on va se retrouver avec une bizarrerie à la baie de Paracas et d'autres sur cette ligne-là. Qu'est-ce qu'il faut en déduire? C'est que cette ligne-là, elle est comme ça parce que, comme le mouvement de balancier dont je vous ai parlé tout à l'heure existe, eh bien ils ont suivi ce mouvement sur l'équateur penché, ce qui est normal. Il nous montre que ce balancement de la Lune, il fait ça, hop là, il revient, il repart ici dans un endroit qu'il faudra aller chercher, et ainsi de suite. On va aller voir la baie de Paracas, Nazca, après Ollantaytambo et toutes les étapes. Ça veut dire que la moyenne de ce mouvement est ici, et c'est ça l'équateur penché. Et qu'est-ce qu'on trouve à Paracas, ce qu'on appelle un géoglyphe? C'est très à la mode depuis ceux qu'on trouve en Angleterre, mais là c'est sur du sable. En fait, c'est une croûte de porphyrite, c'est-à-dire on marche dedans, c'est rouge, c'est assez craquant, brillant, c'est salin, et en dessous c'est jaune blanchâtre. Et c'est pourquoi on nous oblige, il y a très peu de visiteurs autorisés, nous obligeait à marcher les uns dans les pas des autres. Voilà. Parce que comme il n'y a pas de vent là-dessus, ça n'efface pas les traces. D'où la chose, voilà. Et ça se voit très bien en mer, ça se voit très bien du ciel et pas trop mal. Voilà. Ce qu'on ne sait pas en voyant cette photo, c'est que c'est exactement nord-sud. Et ce dont j'ai parlé tout à l'heure, la ligne ternaire, elle est là. C'est-à-dire, on vous dit, la voie principale, celle-là, c'est les autres, et vous trouverez des étapes ici et là. Vous voyez comment ça marche. Alors ça, c'est quand même le profil pyramidal, et c'est la façade du sphinx. C'est étonnant, ça. Mais il y a mieux que cela, puisque on va trouver tout à l'heure les dimensions relatives de cette figure, prise là, d'en haut. Là, ça fait quand même une bonne distance, ça. Vous voyez, alors, il y a des ingénieux oiseaux, c'est sur la face pacifique du Pérou, mais ils ont dit, ça s'appelle le chandelier des Andes. Les Andes, c'est à l'est à 1700 km. Donc on raconte ce qu'on veut là-dessus. Quelqu'un qui irait chercher ça dans les Andes, il n'est pas prêt de trouver. Voilà. Alors déjà, on commence. J'ai fait faire le tour de la crique pour demander à Patrice, le réalisateur, d'avoir un morceau de mer
plane pour prendre l'angle de pente. Et l'angle, il est très légèrement supérieur à 26, ça vous rappelle quelque chose. Donc, c'est une indication. C'est un endroit où il n'y a pas de vent, ça ne sera pas effacé. C'est grand, c'est vaste, on le voit un peu partout. Et hop là, le premier indice est celui-là, qu'on a vérifié au GPS, on a pu tirer les dimensions totales. Tiens, il se trouve que la pente, elle fait 26,33, et c'est la valeur donc de la diagonale de ce fameux rectangle double. La longueur de la figure, 183 mètres, le dénivelé 81, c'est-à-dire 9 x 9. Et qu'en penser lorsqu'on sait que la pente fait un peu plus de 26 degrés d'angle et que la diagonale d'un double carré de 1 de côté est égale au nombre d'heures ajouté sur le contraire. Hasard ou volonté, là on peut. Et surtout, quand on fait hauteur divisée par la largeur, 183 mètres divisé par 70 mètres, égale le nombre d'heures au carré. Là, on commence à dire, il y a un malaise quelque part dans l'histoire, je ne comprends pas. On continue. 183 de longueur totale, 70 mètres de largeur totale, 50 mètres de largeur relative, c'est-à-dire sans les bourgeonnements latéraux, jusqu'à 2 mètres de profondeur. Le rectangle de base mesure 20 sur 14. C'est exactement la figure du sphinx. 14 de largeur, 20 de haut. C'est bizarre quand même. Et tout ça en mètres. Regardez, donc 183 mètres de longueur divisé par 14 de la largeur de la base égale phi carré à 2 millièmes. 20 divisé par 14, c'est 7, multiplié par 7, c'est 10, bon, etc. Toutes ces choses-là sont à considérer dans l'énigme que je présente. On ne peut pas y échapper. Après, on passe, comme on dit, à un autre secteur, les fameuses pistes, lignes et géoglyphes de Nazca. Nazca, c'est encore un désert. Il n'y a pas d'eau. Mais pour faire ça, il faut combien de litres d'eau par jour et par personne, à votre avis? Pour faire venir de l'eau. Pas d'infrastructure, pas de logistique. Et on fait ça pourquoi? Puisqu'il n'y a pas de vent, il n'y a rien, ça ne se voit pas, c'est au sommet des collines. Vous voyez, ils font des pistes d'atterrissage. On ne peut pas y atterrir, mais tout comme, c'est au sommet. On fait des lignes comme si on était sur le tarmac, allez, vous suivez la zone 14, vous allez rentrer au machin, etc. Et là, c'est pour les singes de pilote, on leur met leur figure, on pourrait dire éventuellement ce sont des signes astrologiques, puisque zodiaque, ça veut dire roue des animaux. On n'en est pas là, puisque personne n'étudie ça, il n'y a personne, hein. Il n'y a aucun crédit là-dessus. Vous avez la panaméricaine ici, et là un morceau de l'avion. Et voyez les tailles très considérables et le caractère extrêmement rectiligne des lignes. Il y a des lignes comme ça, dans la plus longue, fait 38 km et quelques. Et que nous répond-on lorsqu'on questionne les archéologues locaux? C'était fait pour cheminer, et il y avait des grandes processions. Faites 38 km dans le désert en procession, et revenez, et on en parle, d'accord? On ne voit pas à quoi ça peut servir tout ce bazar. Regardez le travail complexe, la quantité invraisemblable de choses, et on nous dit, bah, c'est une civilisation qui a fait ça... très rapidement. Vous voyez les dimensions, ça c'est 109 mètres, là c'est 90 mètres, 55 mètres, etc. C'est quand même des grandes figures, hein, machin, lézard, les paresseux, puis il y a ça, Sarkozy. Et ça, Hollande. Enfin, on trouve de tout et on ne comprend pas. Et comme je vous disais, on trouve de ces pistas, comme ils disent, mais au sommet, apparemment ça c'est le sommet normal et ça c'est le sommet qui a été rasé. On coupe gratis et on fait ça à la place. Vous voyez les dimensions et le caractère rectiligne, on croirait, voilà. Il y a encore une chose qui n'est pas connue, c'est qu'il y a ce qu'ils appellent le serpent. C'est 10 000 trous de 1 mètre de large et 90 cm de profondeur, et ça taillé dans l'andésite, c'est-à-dire une roche extrêmement dure. J'ai pensé que ça devait être ça. Quand il pleut, c'est très rare, une fois tous les 50 ans, ça permettait d'avoir du stockage d'eau, puisque si on fait un grand trou, ça va craquer à un moment ou à un autre. Et on a un machin qui nous dit salut quand on le survole. On ne le voit pas du sol très bien, mais là, il a une tête sphérique, des yeux sphériques, il a une cravate, je ne sais pas. Mais il fait beaucoup de machin. Et il est dans une enceinte, voilà. Bon, vous pouvez trouver ça, comme le dit l'image ici, sur Google. Hein. Ça, c'est extrêmement connu. Donc les 10 000 trous dans la roche, regardez comment ils ont été faits. C'est assez singulier. C'est de l'antidérapant? Pardon? C'est de l'antidérapant? Mais voilà, ça, c'est ça, je suppose. Voilà. Tous 1 mètre sur 90 cm, et là, on est dans le rapport métrique. Je ne sais pas pourquoi. Le site de Kawashi, qui est très peu connu, 40 pyramides, personne ne s'en soucie, donc c'est des choses à étage comme ça. Et celles de Paratori, elles sont directement dans le Mato Grosso péruvien, donc personne ne s'en occupe. C'est ici, vous en avez une tripotée ici, en tout, il y en a 8, et là, 4. Personne ne fait de recherche, donc on s'en fiche. Mais c'est sur la même ligne. On continue, on arrive à la capitale des Incas, Cusco, qui veut dire, comme le veut dire le nom de l'île de Pâques, nombril du monde. Donc le nombril est multiple, puisque Delphes également est un nombril, etc. On en a au moins 3.
Donc c'est le centre du Tawantinsuyu, c'est-à-dire les 4 provinces